Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je demanderai peut-être en fin de séance ou par mail, ou on verra de comment vous avez eu vent de ce webinaire. Alors, on l'a un petit peu diffusé sur LinkedIn, un peu sur les réseaux sociaux, un peu sur notre site internet aussi, et puis via un certain nombre de collègues avec qui on a déjà travaillé. Simplement, effectivement, c'est un webinaire qui va être orienté autour de la dématérialisation des marchés publics, où on va essentiellement évoquer les problématiques pour le public, effectivement, bien que ceux qui vont déposer les appels d'offres sont essentiellement des privés, mais on va se passer un peu plus quand même du côté de la sphère publique, collectivité, etc. Quelque chose d'important aussi, vous le voyez, c'est le webinaire numéro 1 pour la dématérialisation des marchés publics. C'est parce qu'il va y en avoir 3. Normalement, si vous êtes inscrit, vous l'avez vu. Ce premier webinaire, il a pour objectif vraiment de voir les obligations qui vont arriver très prochainement, puisque c'est début du mois prochain, pendant octobre. Et grosso modo, sur quelle nouvelle réglementation on va devoir se baser pour gérer la démat des marchés publics. Donc on va parler des seuils, puisque ça fait partie des choses, mais on va parler aussi de toute la doc qui arrive et éclaircir un certain nombre de points sur ce qui est vraiment obligatoire et ce qui ne l'est pas. Je pense notamment à la signature électronique. Voilà. Les deux autres webinaires qui vont être organisés aussi, probablement d'ici 15 jours, le second webinaire, on va parler un petit peu plus de comment mettre en place, comment faire en sorte d'être conforme aux réglementations qu'on va vous expliquer aujourd'hui, dans une approche, j'allais dire, purement marché public, hein, une approche assez verticalisée, et vraiment répondre à la question comment je me mets en adéquation par rapport à tout ça, en y rajoutant peut-être des briques de dématérialisation, mais très verticales. Et le dernier webinaire, pour le coup, on va essayer de voir les marchés publics comme étant un ensemble dans toute la politique de dématérialisation de votre collectivité ou de votre entreprise, et de voir comment on peut insérer les marchés publics dans cette logique de dématérialisation. Je vais prendre un exemple tout simple. Des pièces de marché, des offres retenues servent pour le marché, pour le service des marchés, et probablement pour tout le cycle de marché administratif, mais ils servent aussi aux opérationnels à un moment donné, et dans ce cadre-là, c'est plus uniquement une pièce de marché, c'est aussi, et ça devient une pièce opérationnelle. On va parler signature, on va parler valeur probante, coffre-fort numérique, système d'archivage, etc. Mais voilà, on voulait d'abord bien contextualiser, en gros, vraiment les obligations qui vont être les vôtres à court terme. On va vraiment le faire en deux temps. Il y a des personnes que je ne connais pas aujourd'hui. Il est important pour moi, rapidement et vraiment en 3-4 minutes, simplement vous présenter qui nous sommes, pourquoi justement on a une certaine légitimité à parler de ça. Et puis ensuite, je vais laisser ma collègue Iris, puisque c'est pas ma voix que vous entendrez à la suite, c'est celle de ma collègue qui gère plus spécifiquement du coup tout ce qui est des maths des marchés publics. Rapidement, donc je le disais, je vais vraiment aller très vite. XDMAT, c'est une société qui est spécialisée, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la dématérialisation et toute la gestion de l'intégrité et de la pérennité. Souvent, et d'ailleurs on l'emploie encore aujourd'hui souvent, on dit archivage électronique, mais moi je préfère la terminologie maintien d'intégrité et valeur probante. Aujourd'hui, c'est plus ça qui est recherché plutôt que l'archivage au sens strict du terme. XDMAT est une société donc conseil autour de tout ça, qui est spécialisée et qui est pluridisciplinaire. Quelque chose de très important chez nous, on a des personnes qui viennent du milieu de l'informatique, on a des juristes, on a des personnes qui viennent du métier. Quand on parle de la démat financière, par exemple, on a une ancienne DAF qui est capable d'en parler au niveau métier. C'est cette pluridisciplinarité qui fait un petit peu j'allais dire, notre spécificité. La société, elle est organisée en 4 parties. C'est un peu, j'allais dire, vraiment pour les séparer, pour expliquer ce qu'on fait. La MOA, donc grosso modo, est vraiment de l'accompagnement, que ce soit en amont ou en aval des projets. On accompagne une société ou une structure dans ses projets de dématérialisation. L'audit et le conseil, c'est important chez nous, effectivement, beaucoup de normes autour de tout ça, beaucoup de lois, beaucoup effectivement, de normes autour de la dématérialisation, et on fait beaucoup d'audits autour de ça, donc audit à la fois auprès des clients finaux, donc des collectivités ou des entreprises, mais aussi auprès des éditeurs de solutions pour qu'ils se mettent en conformité par rapport à telle ou telle nouvelle réglementation, nouvelle législation ou nouvelle norme qui vient de sortir. Troisième brique, la formation. Effectivement, XDMAT est agréé formation. Et aujourd'hui, donc, on est Datadoc pour certaines personnes qui connaissent. Je ne vais pas m'étendre sur ça puisque
Voilà, c'est très administratif la certification Datadoc, mais on a vraiment un catalogue de formation, et puis pour les personnes qui seraient intéressées, on pourra en parler. Et la veille et recherche-développement, très important pour nous. Je vous parlais d'audit tout à l'heure. Si on est capable de faire des audits, c'est qu'on participe à l'élaboration des normes et aux réflexions autour des normes. On participe aux différents comités normatifs autour de tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important chez nous aussi, cette partie R&D, veille. Ce qui fait notre logique, et j'insiste parce que c'est un peu galvaudé, mais XDMAT est un cabinet qui est totalement indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, que ce soit au niveau capitalistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, XDMAT est détenu à 100% par les personnes qui le composent, et puis que ce soit aussi dans tout ce qui est orientation du marché. Voilà, il y a parfois des pratiques, hein, vous devez déjà les avoir vues, de rétribution, des choses comme ça. Donc chez XDMAT, on signe tous une charte de déontologie quand on arrive, c'est très important. Ça, c'est la toute première des choses, et c'est vraiment quelque chose, nous, on ne dérogera jamais à cette logique d'indépendance, c'est vraiment très important. Dernière chose aussi, on est une société qui fait du conseil et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage uniquement. On n'intègre aucune solution, on ne vend aucune solution. On est vraiment aux côtés des clients pour les accompagner, ce qui fait que quand on vous donne des conseils, quand on vous oriente d'un côté plutôt qu'un autre, c'est vraiment pas parce qu'on a une logique de vente derrière, c'est vraiment parce que on trouve par rapport à l'étude qu'on mène chez vous que c'est la meilleure des solutions. Quelques références avec, je sais, des personnes qui sont ici et qui verront peut-être leur logo. On intervient donc sur la démat des marchés publics, on a intervenu et on intervient assez régulièrement en ce moment, mais la démat est un scope assez large. Hein. Si on parle des outils, on intervient sur l'accompagnement pour la mise en place de GED, de parapheurs électroniques, de systèmes d'archivage. Et puis si on parle plus des logiques métiers, on a beaucoup fait l'année dernière la démat des maths comptables et des pièces justificatives. On commence à travailler sur la partie urbanisme aujourd'hui, c'est un petit peu nouveau aussi. Et puis effectivement la partie marché public. Je parle simplement bien sûr pour le public. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé d'aller très vite. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son ou des choses comme ça. Je ferai quelques petits allers-retours du côté du chat pour voir s'il n'y a pas des choses impeccable. Donc du coup, vous n'avez pas entendu sa voix jusque-là, mais vous allez l'entendre. Je vais passer la parole à ma collègue Iris, donc, qui s'occupe de l'offre marché public chez XDMAT. Donc bonjour à tous, donc comme l'a dit Thibaut, donc merci beaucoup de participer à ce webinaire. Donc c'est moi qui vais vous accompagner donc sur les trois webinaires que donc XDMAT va donc tenir dans les prochains mois. Alors, donc quel est l'objectif de cette partie du webinaire? Donc aujourd'hui, nous allons vous amener à comprendre les obligations réglementaires du 1er octobre. Donc comment ça va se passer? On va contextualiser d'abord ces obligations parce que il y a un plan de transformation numérique de la commande publique qui a été mis en place en France. C'est très important de le connaître et de savoir où il va et quelles sont les actions que le gouvernement voudrait mettre en place. Ensuite, à proprement parler, les obligations, et puis on va parler du public visé et des documents concernés. Donc, ce plan de transformation de la commande numérique. Alors, il y a eu plusieurs dates très importantes avant de parler véritablement du plan. En 2004, il y a eu une impulsion de directive des marchés publics qui a permis en France véritablement un démarrage donc, de la commande publique en France. Donc c'est une des premières directives. Ensuite, il y a eu une directive qui a été faite, 2 directives européennes du moins dont nous reparlerons plus tard, qui datent donc du 25 et du 26 février 2014 qui vont imposer donc, la dématérialisation des procédures de passation des marchés, dont le seuil est supérieur au seuil communautaire, donc c'est celle du 26 février 2014. Et tout à fait derrière, en fait, en France, on a mis en place, donc au 1er avril 2016, qui rentre en application donc au 1er octobre 2018, donc c'est la loi des marchés publics. Et donc, il y a eu un plan qui a été adopté en décembre 2017. C'est un plan, il y a 5 axes d'intervention dessus, qui fédéreront en fait les acteurs de la commande publique avec 17 actions concrètes et qui va s'étaler donc de 2017 à 2020. Donc ce plan, les 5 axes, vous les voyez ici. Et donc c'est très important de le connaître parce que dans ces 5 axes-là, on a les obligations réglementaires qui prennent racine dans ce plan-là. Le plan, il est volumineux. Il peut être téléchargé sur le site de la DAJ, qui est donc un acteur qui participe énormément à la dématérialisation des marchés publics en ce moment. Donc je vous invite à aller le consulter si vous avez le temps ou à le télécharger. Il y a une feuille A4 dessus donc, qui permet de synthétiser ça. Il faudra juste retenir 4 axes. 4 grandes actions donc, qui sont à mettre en œuvre dans les 2 prochaines années, ce que le gouvernement aimerait qu'on fasse. Il y a la mise en place d'une gouvernance des évolutions pour la commande publique qui est très importante.
le développement des compétences et l'accompagnement des acteurs à la dématérialisation de la commande publique. Donc ça, c'est très important puisque le gouvernement a senti qu'il y avait véritablement une demande des acteurs à être, du coup, formés et à développer leurs compétences. Donc il y a un accompagnement vis-à-vis de cette action-là. La création des avis nationaux simplifiés et la dématérialisation et la facilitation de leur publication. Donc c'est quelque chose qui avait été demandé. Et du coup, la simplification des modes de candidature qu'on verra évidemment avec le DUM, le document unique de marché électronique, donc qui a été mis en place très récemment. Donc voilà, donc nous revenons à notre obligation réglementaire. Donc les deux directives dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les directives européennes du 24 et du 25, qui constituent le cœur du droit européen de la commande publique. Donc du coup, ces deux directives, elles ont été transcrites dans le droit français, dans le décret de 2016 du 25 mars, donc relative au marché public. Donc c'est un décret qui est entré en vigueur au 1er avril. Les centrales d'achat ont été, elles, obligées de passer donc à la commande publique en 2017, beaucoup plus tôt, et les acheteurs en octobre 2018. Donc il y avait vraiment eu deux temporalités dans ces obligations-là. Alors, il y a cette loi qui est très importante, mais aussi il y a tout ce qu'il y a autour, parce que la France ne s'est pas contentée uniquement de ces deux lois pour aborder la commande publique. Il y a tout un contexte réglementaire autour qui aide les acteurs à se diriger dans la bonne direction, on va le dire comme ça. Donc en 2009, il y a eu un arrêté donc, sur la dématérialisation et les procédures de passation de marché, ça a été le premier en France. Ensuite, donc, il y a eu énormément d'arrêtés et de directives qui ont été faites entre 2017 et 2018. Donc là, j'ai synthétisé les plus importants. En février 2017, il y a celui sur les données essentielles et fonctionnalités exigences du profil acheteur. On reviendra sur le profil acheteur, très important outil central de la dématérialisation des marchés publics. Ensuite, il y a eu une application, donc l'application au 1er avril donc, de la loi du 1er octobre 2018, donc celle-là qui est rentrée en vigueur. Et nous avons 4 arrêtés, si je synthétise. Donc celui qui est très important, ce sera celui sur la signature électronique dans la commande publique, qui donne une méthodologie sur comment mettre en place la signature dans la commande publique. Alors, pour éviter toutes les questions sur la signature dans cette partie de webinaire, je n'en parlerai pas. Ça sera abordé dans la deuxième partie de webinaire, tout simplement parce que la signature n'est pas une obligation actuellement. Au 1er octobre, on n'est pas obligé de signer électroniquement un document de marché public, donc on n'en parlera pas pendant cette partie-là. Ensuite, il y a récemment, au 27 juillet, 3 arrêtés qui ont été publiés. Donc un sur les moyens de communication et d'échange, donc qui concerne la messagerie électronique du profil acheteur, très important, la copie de sauvegarde et la publication des données essentielles de marché. Donc c'est les 3 derniers arrêtés en date. Alors, quel est le public visé par la dématérialisation des marchés publics? Donc on a deux catégories à laquelle ces obligations, on a deux catégories dans ces obligations-là, mais une à laquelle la démat s'applique et se dirige plus particulièrement, c'est les acheteurs. Les acheteurs, comment on peut comprendre le terme d'acheteur? Alors les acheteurs, ce sont ce qu'on appelle les pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire des personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé qui ont une mission ou un besoin d'intérêt général à une mission de service public. Ça peut être donc des établissements publics administratifs ou à caractère industriel et pas épique. Ça peut être des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités, des établissements publics de coopération intercommunale, ça peut être des SDIS ou encore bien d'autres exemples, là on a mis que les principaux. Et donc, là, le deuxième public, pendant des acheteurs évidemment, puisque c'est celui qui va répondre au marché public, ce sont les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, au sens de l'ordonnance du 23 juillet 2015, c'est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui est dotée, donc, ou non, d'une personnalité morale et qui offre donc sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, de la fourniture de produits ou de services et de prestations. Donc c'est des entreprises, prestataires de services et fournisseurs. Donc c'est les deux publics qu'on va retrouver dans cette dématérialisation des marchés de la commande publique. Alors, quel est le périmètre? Alors, dans la commande publique, le périmètre il est quand même assez large. Comme l'a dit Thibaut au début de l'introduction de ce webinaire, il y a le document dans la commande publique et celui au sens opérationnel. Là, aujourd'hui, on va uniquement parler du document dans la commande publique et dans les obligations. Donc, qu'est-ce qui est concerné comme typologie de documents dans la dématérialisation des marchés publics? C'est la quasi-totalité de la production des documents sur la passation d'un marché. Ça peut aller du DCE jusqu'aux données essentielles.
Donc les notifications, les avis aux publicités, les avenants ou documents qui modifient le marché, ça très important, on reviendra dessus, le contrat, les documents comptables. Donc ça reste quand même une gamme assez large et même voire très large donc, de documents qui est concerné par ces obligations. Alors donc maintenant on va parler plus à proprement donc des obligations. Ah, bien. Les gens qui viennent de me rejoindre. Bonjour Hélène, on a commencé. Hein. Donc, je disais les 4 obligations de ce 1er octobre. Donc, pour les marchés publics, dès 25 000 € hors taxe, égal ou supérieur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un marché à 25 000 € hors taxe, vous êtes concerné. Donc, il y a 4 obligations qui rentrent en vigueur. Il y a le document unique de marché électronique, le passage par un profil acheteur, outil central de la dématérialisation des marchés publics, la dématérialisation des échanges et la publication des données essentielles de marché qui rentrent dans l'open data, qui est donc un des axes donc, du plan de transformation numérique, c'est-à-dire plus de transparence au niveau de la commande publique, pour éviter la corruption, pour pouvoir avoir des chiffres et pour pouvoir faire des statistiques. Donc c'était vraiment une volonté étatique de faire de l'open data. Donc on va commencer avec le document donc, unique de marché européen. Donc c'est un document qui a été mis en place à l'échelle européenne, du coup, ce DUM. Donc, quelles sont les obligations concernant cette typologie-là? Le DUM, c'est un document qui permet de renseigner donc, toutes les informations exigées en matière de candidature à un marché public. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur économique peut candidater à un marché public en employant un document unique de marché électronique. Donc, vous avez une photo à côté donc, des 5 parties même des 6 parties donc, qui sont à remplir pour compléter un document unique de marché électronique. Donc c'est une déclaration sur l'honneur et il a été établi par la communauté européenne. Donc à partir du 1er avril, pour toutes les consultations qui vont s'ouvrir pour le 1er avril 2018, octobre, nous avons obligation donc de recevoir, les acheteurs ont obligation de recevoir ces candidature-là sous cette forme-là. Ils ne peuvent pas en fait refuser une candidature car elle est sous la forme d'un DUM. Ils ont obligation de pouvoir l'accepter. Donc, il existe aujourd'hui donc la possibilité pour les opérateurs économiques de compléter ces documents uniques de marché et de pouvoir les exporter. Il y a 2 sites qui peuvent pourvoir à ce besoin-là. Il y a le site de Chorus Pro qui est un site gouvernemental où il est donné aux opérateurs économiques la possibilité donc de remplir ces DUM et de les importer pour pouvoir les réutiliser. Et ensuite, il y a le site de la Commission européenne aussi où là, on peut le faire en plusieurs langues. Il y a de l'anglais, il y a du français, bon, il y a toutes les langues possibles. Donc ça a été une possibilité donnée aux opérateurs économiques et aux acheteurs pour simplifier donc la candidature. Alors ensuite, une des autres obligations, c'est le passage pour les acheteurs par un profil acheteur, comme c'est son nom. Donc en pratique, ce profil acheteur, c'est ce qu'on appelle plus généralement une plateforme. C'est accessible en ligne via un réseau internet. Donc c'est une plateforme qui va centraliser les outils nécessaires à la dématérialisation des marchés publics. Donc je vais vous donner les fonctionnalités minimales donc, qui ont été donc, abordées dans une directive que nous avons vu donc plus au-dessus précédemment pour les fonctionnalités minimales. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme fonctionnalité pour qu'un profil acheteur soit qualifiable de profil acheteur? Déjà, il faut qu'il puisse permettre de s'authentifier et d'identifier l'acheteur. Ensuite, il doit pouvoir publier les avis de concurrence, mettre à disposition les documents de consultation, donc les DCE, aux opérateurs économiques, réceptionner et conserver les offres, publier les données essentielles, accéder à une messagerie électronique, à un courrier électronique. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez plus aujourd'hui utiliser votre boîte Outlook pour échanger sur de la dématérialisation des marchés publics. Ça doit passer par une messagerie. Il faut que ce dernier soit équipé d'une traçabilité, c'est-à-dire qu'il y ait un historique des événements qui ont eu lieu sur le profil acheteur, notamment sur le dépôt des documents et sur ce qui a été donc supprimé, sur le retrait, sur le dépôt. Ensuite, il faut qu'on puisse, via ce profil, répondre aux questions des opérateurs économiques. Donc c'est un moyen d'échanger directement avec votre opérateur économique.
et ce sont les seules fonctionnalités dont a besoin un profil acheteur donc pour pouvoir être un profil acheteur. Donc une fois que vous avez ce profil, il faut vous déclarer pour qu'il soit référencé. Alors, une fois qu'on a vu l'outil, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Donc un des axes obligatoires, c'est la dématérialisation des échanges. Donc le profil acheteur, il sert pour les marchés publics dès 25 000 € et il concerne. Il faut passer par ce profil pour mettre les documents à disposition des opérateurs économiques, réceptionner leurs offres, répondre à leurs questions, échanger avec eux sur une négociation et pour publier les notifications, les lettres de notification et lettres de rejet. Alors, si vous êtes un opérateur économique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un profil acheteur. Je reviens quelque peu là-dessus. Vous pouvez en avoir un. Ça peut vous permettre de vous tenir au courant des documents qui sont modifiés par l'acheteur, mais vous n'êtes en aucun cas obligé d'en avoir un. Vous devez pouvoir, sans profil acheteur, voir les documents de consultation. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent être gratuitement accessibles sans forcément avoir le profil acheteur. Vous pouvez faire des recherches sur les candidatures et offres, mais vous n'êtes pas forcément obligé de vous identifier pour cela. Si vous voulez vous identifier, c'est vous identifier au moment où vous répondez à une offre. Où là, l'acheteur est obligé de connaître qui vous êtes, votre numéro de tiré et qui vous êtes. C'est le seul moment où vous pouvez en avoir besoin de ce profil. Ensuite, dématérialisation des échanges. Donc, jusqu'à présent, jusqu'au 27 juillet, on pouvait passer par la messagerie du profil acheteur. Ce n'était pas forcément une obligation, on pouvait le faire. On pouvait aussi passer par une messagerie Outlook. Maintenant, à partir du 1er octobre, c'est impossible. Pourquoi? Parce que dans les exigences minimales relatives aux outils et aux dispositifs d'échange informatif par voie électronique, l'information par voie électronique aujourd'hui, la messagerie en elle-même Outlook ne suffit plus à rentrer dans ces exigences-là minimales. Il faut que cette messagerie, elle soit équipée d'un horodatage exact avec une certaine traçabilité. Donc, il faut qu'on puisse connaître, via cette messagerie, l'identité de l'acheteur, qui vous êtes, que l'intégrité des données qui sont envoyées doit être assurée. Donc, une gestion des droits qui est assez stricte. Il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès à cette messagerie et avoir accès aux données qui sont dedans. C'est-à-dire de garantir la sauvegarde des données qui sont à l'intérieur. Il faut avoir un horodatage exact de réception. Alors, conformité UIDAS, vous avez dû en entendre parler puisque c'est une norme qui va de fait avec la signature électronique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire l'heure à laquelle vous avez reçu, que c'est bien vous qui avez reçu cette information, qu'elle n'a pas entre-temps été modifiée ou altérée, qu'elle est intègre. Et donc, pourquoi est-ce que l'État a demandé à se doter de messageries aussi pointues au niveau du traçage? C'est en cas de litige, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire que vous avez bien reçu le document à telle heure, que c'est horodaté, que vous l'avez ouvert, que vous avez ouvert le pli à telle heure, et que vous pouvez le prouver. C'est-à-dire que si on vous dit vous n'avez jamais reçu le pli, vous n'avez jamais reçu le dépôt de document, vous êtes en capacité de prouver que vous avez bien fait les actions qui vous ont été demandées et donc auxquelles vous devez répondre. Ensuite, il y a le référentiel de sécurité, donc qui peut être un référentiel RGS. Donc, c'est-à-dire, ce sont des normes de sécurité auxquelles il faut répondre. Donc, avec tout ça, logiquement, avec cette messagerie, vous êtes en capacité de répondre à tout problème ou litige envers votre opérateur économique et pour vous protéger de manière totalement, normalement, entière. Ensuite, la copie de sauvegarde. Alors, j'en fais un aparté ici. C'est une obligation et ce n'est pas une obligation, la copie de sauvegarde. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Il peut y avoir un dysfonctionnement. Vous pouvez ne pas avoir reçu l'offre correctement, elle peut être infectée, vous n'arrivez pas à l'ouvrir pour quelconque raison, le fichier est trop lourd. Il peut y avoir plein de cas dans lesquels vous n'arriverez pas à ouvrir votre offre. Dans le règlement de consultation, il est possible de dire que vous pouvez ou que vous souhaitez recevoir des copies de sauvegarde. En quoi ça consiste, la copie de sauvegarde? Comme son nom l'indique, c'est que si jamais l'acheteur ne parvenait pas à ouvrir l'offre qui lui a été remise, il peut se tourner vers la copie de sauvegarde que lui a envoyée l'opérateur économique. Sous quelle forme elle peut être envoyée? Elle peut être envoyée sous forme papier, elle peut être envoyée sous forme physique, clé USB, disque externe,
elle peut être envoyée, ou même dématérialisée, c'est-à-dire que vous faites un premier pli zip qui est votre réponse, et ensuite vous avez le pli zip qui est marqué copie de sauvegarde. Mais il faut, avant ça, que vous ayez bien mis dans le règlement de consultation que vous voulez en recevoir une, et dans quelles conditions vous voulez la recevoir. Donc, quand est-ce que la copie de sauvegarde peut se soustraire à l'offre envoyée? Dans quel cas? C'est quand l'offre principale a été vérolée ou qu'il y a un virus et que l'acheteur ne peut pas ouvrir cette offre. Lorsque l'offre principale n'est pas parvenue dans les délais ou qu'elle est incomplète, alors là, la copie de sauvegarde peut se soustraire à l'offre principale quand elle n'a pas pu être ouverte pour une raison quelconque, mais il ne faut en aucun cas, il faut que cette copie de sauvegarde, elle emporte bien la mention et qu'elle soit certifiée conforme à la première consultation qui vous a été envoyée. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre la première et la deuxième copie. Ça, c'est au cas où vous n'arriveriez pas à ouvrir la première consultation. Ensuite, la publication des données essentielles est donc la quatrième. Alors, le gouvernement a souhaité donc ouvrir l'open data très récemment. Et de ce fait, il a demandé aux acheteurs de publier les données essentielles de marché. Alors, qu'est-ce que c'est que ces données essentielles de marché? C'est des données qui concernent donc les marchés publics, donc numéro d'identification du marché, l'identification de l'acheteur, les données relatives au marché, donc sa nature, la procédure, le lieu d'exécution, le montant, les prix, qui est le titulaire du marché, donc le titulaire plus le SIRET, les modifications apportées, les nouveaux montants, les avenants, toute modification qui pourrait être apportée au marché, donc c'est-à-dire la vie de la passation du marché. Donc ces données, elles doivent être publiées via le profil acheteur. Elles doivent être accessibles librement et gratuitement. Elles doivent être mises disponiblement en téléchargement sous deux formats, en XML et en JSON. C'est-à-dire que ces données, les opérateurs économiques et l'État doivent pouvoir y avoir accès. Bien entendu, ça ne concerne que les consultations qui vont rentrer au 1er octobre, pas celles que vous avez déjà en cours, à partir du 1er octobre uniquement. Donc ces données, quand est-ce qu'on doit les publier? Ça, c'est la deuxième partie. Donc elles doivent être publiées donc, quand vous notifiez le marché 2 mois après. Il faut pouvoir publier les données de marché 2 mois plus tard. Ensuite, se passe l'exécution. S'il y a des modifications, elles doivent être faites, publiées 2 mois après l'exécution. Donc on est toujours dans des délais de 2 mois plus ou moins. Donc c'est 2 mois et 2 mois. Vous faites la publication des données relatives à la modification, fin de l'exécution du marché. Et là, vous devez garder sur votre profil acheteur, très important, si vous les avez publiées via le profil acheteur, vous devez les garder 5 ans après la fin de l'exécution du marché. Donc, ces données elles doivent être accessibles 5 ans. Si ces données essentielles, et ça c'est le petit, entre guillemets, la petite modification qui a été faite par l'arrêté du 27 juillet, vous les avez publiées directement sur le portail interministériel, la DGFiP, que vous avez fait directement la publication de vos données sur ce portail-là, elles ne sont valables que pour une durée d'1 année. C'est-à-dire que vous devez les garder juste un an sur le profil acheteur, vu que vous avez déjà fait la publication via la DGFiP. Donc ça vous fera faire, en fait, la durée de conservation de la donnée sera moins longue. Sera raccourcie de 4 ans. Alors, pour publier ces données essentielles, il y a plusieurs possibilités. Alors ici, je vais vous parler donc du PES marché, donc qui est un objectif fixé par les objectifs de dématérialisation totale à partir du 1er octobre. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà le PES V2, qui est un standard de protocole d'échange qui a été mis en place dans les collectivités territoriales parce que c'est une obligation depuis cette année. Et donc du coup, il y a son pendant qui est le PES marché. Le PES marché, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma unique de communication qui est au format XML, du coup, qui permet de rassembler plusieurs contrats d'une même autorité adjudicatrice de l'ordonnateur au comptable. C'est des informations, donc il contient des informations du contrat initial, modification du contrat, pièces justificatives. Donc il y a tout ça c'est dans un seul flux. Et il permet d'être déposé à la DGFiP via un tiers de télétransmission ou PIGP. Donc ça, c'est un flux qui va être mis à la DGFiP. Donc la DGFiP a pour rôle, dans cette open data, de centraliser les données et donc de récupérer donc ce qui va être donné
au gouvernement, donc à Etalab, les données essentielles de marché. Et ensuite, il y a une partie de ce flux qui va être redirigée donc à l'OECP, donc qui est un organisme aussi pour le recensement des marchés publics. Donc là, il y a vraiment deux flux qui se font. Donc, il est possible, pour publier les données essentielles de marché, et selon ce que vous avez chez vous ou sous quelles obligations vous êtes soumises, soit vous avez déjà un PES marché, ou un PES quel qu'il soit, et vous voulez le mettre en place pour tout simplement donner, donc publier ces données essentielles, soit vous n'êtes pas soumis à ce PES marché, et vous devez passer par le profil acheteur. Alors, pour le moment, Etalab n'est pas prêt à recevoir ces données. Enfin, il y a eu plein d'ordres contraires. Les copies des plateformes, pour le moment, de plusieurs plateformes ont été, entre guillemets, recalées. Donc du coup, pour le moment, le formulaire qui doit servir sur les profils acheteurs à publier ces données n'est pas tout à fait prêt. Donc, ce qui a été conseillé aux acheteurs pour le moment, en attendant que fin d'année, tout ça soit décanté et que l'État soit véritablement prêt à les accueillir, c'est de continuer soit de publier sur la DGFiP directement, soit de passer par un PES marché pour ceux qui en ont un. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être entre guillemets retardé, mais qui va être opérationnel dès fin d'année, de ce qu'on a, des échos qu'on a entendus. Donc du coup, pour le moment, de toute manière, il ne faut pas s'inquiéter. 1er octobre, toutes les autres obligations toutes les autres actions doivent être menées, et vous ne devrez de toute manière les publier que octobre, novembre, que pour décembre, 2 mois plus tard, pour les consultations qui vont rentrer au 1er octobre. Donc pour le moment, véritablement, si vous possédez déjà un profil acheteur et que cette plateforme vous dit on n'est pas prêt, c'est pas gravissime. C'est dans les tuyaux, l'État fait ce qu'il peut et avance comme il peut, et donc je pense que la machine est assez grosse à déplacer, donc ça sera bientôt prêt. Donc, ce PES marché, à quoi il va servir? Il va servir à véhiculer fiches de marché et données de recensement, donc ils vont partir à l'OECP. Véhiculer les données essentielles qui vont partir à Etalab, comme je le disais tout à l'heure, et la DGFiP va centraliser donc toutes ces données-là. Donc voilà, c'est la fin de ce webinaire pour les obligations. Donc dans le deuxième, nous verrons plus en profondeur la signature électronique, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des questions là-dessus, l'archivage à valeur probante et toutes les briques d'intégrité qui vont avec la signature, comment mettre en place une stratégie donc de dématérialisation de la commande publique à votre niveau, que vous ayez un profil acheteur ou pas, ou quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et l'analyse et une méthodologie. Dans la troisième partie, on se concentrera plus sur le document en tant que données opérationnelles, comme l'a dit Thibaut plus avant. Donc, comme ça, de manière à pouvoir vous permettre de voir votre projet de dématérialisation de la commande publique beaucoup plus large. De donner une méthodologie de manière à ce que vous pouviez concilier votre système d'information et la dématérialisation des marchés publics, puisque l'un ne va pas sans l'autre généralement. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vais laisser la parole aux questions. Tu vas me redonner la parole. Et je redonne la parole à Thibaut. Merci. Merci Iris, effectivement, peut-être en conclusion, vous l'avez vu, on a essayé d'aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à dire sur ces obligations, tout en sachant que il y a à la fois beaucoup de choses et puis vous deviez déjà être au courant de certaines choses, parce qu'il y a déjà des choses qui se font. L'utilisation des profils acheteurs, pour un certain nombre de choses, c'était déjà obligatoire. Pour un certain nombre de seuils, aujourd'hui, effectivement, on baisse les seuils et on rend des obligations. Tout l'aspect messagerie, effectivement, on rajoute des briques d'horodatage et d'intégrité peut-être qui n'existaient pas par le passé, mais c'était peut-être des choses qui étaient faites. Pour moi, ce que je retiens surtout, et deux choses que je retiens peut-être sur quoi vous aussi, vous devez apporter une importance peut-être plus particulière, c'est tout ce qui concerne les données essentielles. Donc à la fin, la partie, j'allais dire open data, mais plus les formulaires, effectivement, les fiches marché avec toutes ces informations essentielles. La partie PES marché pour les collectivités, sachant que le PES marché finalement a été pensé plus comme un flux comptable qu'un flux de marché dans les logiques de protocole. Mais voilà, pour moi, c'est ça qui est très important, c'est cette nouvelle brique open data qui a des conséquences de votre côté sur le profil acheteur. Et puis, dernière chose également, c'est la partie signature électronique. Effectivement, les premières missions qu'on a réalisées sur la démat des marchés publics, on nous a tout de suite dit il faut vite qu'on mette en place la signature électronique. Non, effectivement, on sait aujourd'hui, il y a des décrets qui sortent et pour lesquels plutôt des décrets qui sont dans les tiroirs et qui vont très vite sortir après le 1er octobre, qui vont rendre obligatoire la signature électronique à terme.
Voilà, là on a vraiment des certitudes de ce côté-là, et notamment l'arrêté, je crois, de juillet ou de avril, je sais plus, Iris le saurait mieux, mais justement dit qu'elle n'est pas obligatoire, mais qu'elle est quand même fortement conseillée. Donc en général, on commence toujours par ça, rassurer sur la partie signature électronique, être conforme au 1er octobre par rapport aux exigences réglementaires, et ensuite enclencher vers, là pour le coup, un vrai projet de mise en place de signature électronique et éventuellement de démat plus transversale. Et on le verra dans les autres parties, effectivement, quand on parle signature électronique, on essaye le plus possible, selon les personnes qui pilotent ça, de ne pas faire vertical uniquement pour la partie marché public, mais de penser la signature électronique et les bris d'intégrité de manière un petit peu plus transverse. Certains chez vous, si vous êtes collectivité, vous l'avez déjà pour la démat comptable. Peut-être qu'à un moment donné, on va passer avec les délibérations, la RH. Et puis même dans des structures publiques autres que collectivités, c'est pareil. Imaginez la signature électronique verticale uniquement par rapport au marché public, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est surtout dans la logique de transformation de l'État. Voilà, grosso modo, c'est le moment des questions. On a essayé de faire ça en 20-30 minutes. Je crois que Iris a bien tenu ses délais. Donc, ce qui nous laisse, comme annoncé, une dizaine de minutes sur les questions. Donc on est tout oui. Faut pas hésiter à poser des questions, même si c'est des questions sur les choses qu'on n'a pas vues, pour anticiper un peu pour les prochains webinaires. Voilà, faut pas hésiter. Vous avez le chat pour ça. Il n'y a pas de souci. Et puis selon les questions, si vous mettez plus de temps à les taper que quoi qu'est-ce, il faut pas hésiter à ouvrir votre micro et à nous les dire. Vous attend. Et même si vous n'avez pas de questions, dites-nous, vous n'avez pas de questions, vous avez été très clair, ce qui est très bien aussi. Mais voilà, vu qu'on a essayé d'aller vite pour donner beaucoup d'informations justement dans ce temps contraint, il y a peut-être des vérifications à faire. Iris, a priori, tu as été très clair. Bonjour. 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 Ah voilà, une première. Donc oui, nous sommes côté administration, mais administration de l'État. Oui. Donc moi, venant de la territoriale, je connaissais le PSV2 pour la partie comptable. Par contre, PES marché, je connaissais pas. Et je me demandais si vous pouviez peut-être réexpliquer un peu comment ça fonctionnait et surtout si ça allait être fait côté État. Enfin, si vous saviez si côté État, ça allait être fait ou pas. On va faire deux réponses. Une réponse plus démat globale que je vais faire et une réponse que va faire Iris plus marché. Vu que vous venez du monde de la collectivité, effectivement, vous savez que on a un certain nombre de contrôles des activités des collectivités qui passent essentiellement par des protocoles automatiques, des protocoles informatiques. Donc on a le flux acte, peut-être que vous connaissez, pour tout ce qui est contrôle de légalité, arrêté, et arrêté d'ailleurs qui concerne tout, de la RH, de l'urbanisme, etc. Et puis on a aussi tout ce qui est PES, qui est grosso modo, je vais rapide, le contrôle des dépenses et des recettes, grosso modo. Quand l'État a imposé justement cette partie marché public, et je vais dire autre chose après qui va rejoindre ça, il est parti du principe qu'il serait intéressant de dupliquer ce mode de fonctionnement, ce qui est très bien à mon sens, ce qu'il avait fait avec les budgets à un moment donné, avec le flux totem également. Du coup, il a utilisé des protocoles qui existent déjà, le PES, qui s'appelait PES-V2, on a fait ce qu'on appelle un PES marché. Peut-être que vous le savez aussi, il y a plein d'autres PES qui sont sortis depuis, le PES ASAP, le PES Retour, le PES Ocre, etc. PES, pardon ? PES Allé. PES Allé, oui, excusez-moi. Du coup, l'utilisation du PES, elle se comprend dans une logique comptable. L'objectif, c'est de dire que dans les 2 mois qui suivent la notification, on va envoyer aux payeurs ces informations, les informations de marché qui serviront dans tous les paiements qui vont suivre par la suite comme étant des pièces justificatives transverses. Je ne vais pas les remettre à chaque fois que je vais émettre mon PES. Avant, ce qu'on faisait en général, c'est lors de la première commande, on émettait ça. Maintenant, c'est plutôt au niveau de la notification du marché, sous les 2 mois, on va envoyer via le PES marché ces informations-là. Et l'État a eu la bonne idée, je pense, de rajouter des informations supplémentaires dans ce PES qui ne concernent pas uniquement des logiques comptables, mais qui prennent en compte les logiques d'open data que disait tout à l'heure Iris, sur la partie publication des données essentielles et qui vont d'une part à l'OCPE,
OCP, pardon. Et puis de l'autre côté à Data. C'est DataGouv, mais c'est Etalab. Etalab. Donc ça c'est la première chose. Le PES est vraiment dans cette logique-là que l'a été faite. Deuxième réponse, c'est vraiment quelque chose qui s'appuie à la collectivité. Grosso modo, si aujourd'hui vous faites pas de PES, demain logiquement vous n'aurez pas de PES marché. La publication de vos données essentielles, et c'est là où moi j'ai une limite, et donc où Iris va répondre, elle va probablement se passer via les profils acheteurs et tout ce que va mettre à disposition justement les profils acheteurs pour communiquer avec Etalab. Alors j'en profite aussi pour répondre à la question de Marine qui va rejoindre un peu la vôtre. Est-ce que la plateforme Place permet-elle de transmettre les données essentielles de marché? Alors, question difficile à répondre parce que ça dépend de l'avancement de certaines plateformes. Pour Place, je ne sais pas s'ils doivent avoir normalement, tous les plateformes aujourd'hui et à partir du 1er octobre, logiquement, doivent permettre aux acheteurs, quels qu'ils soient, de transmettre leurs données essentielles via un formulaire. C'est ce qui est indiqué dans l'arrêté et dans la directive, il faut le faire comme ça. Pour le moment, c'est assez difficile de savoir si toutes les plateformes répondent à cette obligation parce que Etalab n'est pas prêt à recevoir ces données. Donc les formulaires ont été faits, refaits, défaits, il y a beaucoup de copies qui ont circulé, donc pour le moment, j'aurais tendance à dire que les plateformes sont en train de s'équiper. Dans tous les cas, il ne faut pas s'inquiéter de votre question. Si vous avez Place comme profil acheteur, demain, ils seront obligés de mettre en place un formulaire. Donc dans tous les cas, il y aura un formulaire. Et c'est l'État, en plus Place est une plateforme étatique, donc ils sont tu les... dis Place, toi. Place. Donc Place sera sûrement une des premières à le mettre en place, parce que c'est une plateforme étatique, et donc dans ce cas-là, j'ai envie de vous répondre qu'il y aura sûrement un formulaire. Alors c'est vrai qu'on l'a pas fait avec Place, on l'a fait avec plusieurs autres, et les autres n'étaient pas totalement prêts. Pas totalement prêts, c'était surtout des plateformes issues d'éditeurs privés, de tiers privés. Donc je pense que si tout le monde... Enfin, là, il y a vraiment un temps d'attente. Ouais. Alors après, on va... Par contre, on pourra vous répondre, Madame Picard, on va regarder. On va regarder avec Place s'ils sont prêts. Et nous, pour l'instant, on n'a pas eu à les contacter parce que nos clients n'étaient pas sur Place jusqu'à maintenant. Donc, on pourra vous faire un retour. Moi, je connais une personne sur Place, je pourrais vous dire. Pour répondre à la question de Madame Vassal, c'était la question. Donc, si vous n'avez pas de PES marché, comme le faisait remarquer mon collègue, et que vous n'en avez pas besoin, tout passera par le profil acheteur pour la publication des données essentielles. Si ce formulaire n'est pas prêt, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est de les publier via la DGFiP, directement sur la DGFiP. Il y a un espace de publication des données essentielles. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez, pas, je dirais, un double travail, mais en quelque sorte, puisque vous êtes obligé de les republier aussi via le profil acheteur. Donc, entre guillemets, il vaut mieux passer par le profil. Mais vu qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts pour ce genre de choses, pour la majorité d'entre eux, pour le moment, il vaut mieux passer par la DGFiP. Si vous n'avez pas de PES marché, il faut passer par la DGFiP, c'est ce qu'il y a de mieux. Eux recentraliseront les données derrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors d'ailleurs, pour compléter effectivement pour Madame Vassal, la partie PES, elle a vraiment été mise en place lorsque le payeur est externe à la société. Non, je dis une bêtise, qu'il n'est pas intégré à l'organisation de l'entreprise. Donc, en gros, lorsque les agents comptables sont sur site, effectivement, on ne met pas en place de PES puisqu'on a une procédure qui est différente. C'est peut-être le cas de l'ENA justement. Pour ça, vous n'êtes pas soumis. On a un SFACT. D'accord. La relation ordonnateur comptable est très différente de la territoriale. C'est pour ça, donc vous êtes intégré, c'est pour ça que même... Il y a des choses qu'on n'a pas en fait. Voilà, tout à fait. Et même dans vos process comptables, c'est des choses qui sont plus simples. J'exagère, mais vous pouvez rentrer à l'intérieur d'ERP ou d'outils comptables avec l'agent comptable directement intégré sans forcément passer par des flux qui sont ceux des collectivités pour le coup, parce que le payeur est externe. Donc du coup, dans votre cas, ce sera publication via un profil acheteur dans tous les cas. Et... Oui, on est sur place. Ouais. Et puis, en termes de process, peut-être que c'est des choses que vous faites déjà. Vous avez peut-être un ERP ou un outil comptable qui vous permet de créer vos marchés là-dessus sur lesquels vous allez faire vos imputations. Et ces marchés sont souvent, vous les envoyez en validation, entre guillemets, à votre agent comptable, quoi. Alors. Oui. Et c'est pour ça qu'on va se renseigner, on va essayer de voir le lien avec la DGFiP, Place, on va essayer de mettre un peu tout ça, quoi. Oui, merci beaucoup. Ils sont très au fait de ces questions-là, en ce moment on leur pose beaucoup, donc je pense que vous pouvez, c'est la problématique du moment. Ils sont très, très au courant de ce fait-là maintenant, donc la DGFiP, vous pouvez vous tourner vers eux, ils vous répondront de manière très, très correcte et très rapide, je pense.
Très bien, merci beaucoup. Alors, sur la partie tiers privé, alors quelque chose qui est très bien a priori, c'est que aujourd'hui il n'y a pas trop de personnes qui sont prêtes à 100% ou qui y sont passées. Grosso modo, on a travaillé essentiellement avec achat public jusque-là. Donc on sait très bien qu'ils ont leur roadmap qui va arriver. Moi j'ai travaillé avec Agisoft aussi sur la partie AWS, donc c'est un peu le même combat. Et ils partent du principe effectivement que dans la mesure où l'État n'est pas prêt, eux ils ne se dépêchent pas. La partie formulaire justement des données essentielles, on y a travaillé à le définir avec achat public effectivement pour des clients. Et voilà, eux aujourd'hui ne sont pas prêts à AWS non plus pour l'instant. Mais voilà, je verrai pour place. Et Monsieur Giacosa, est-ce que vous avez quel est le vôtre pour voir? Peut-être que le vôtre, même si on n'y a pas travaillé, on les connaît et puis on les connaît tous. On pourra leur demander plus directement, on va dire, que le client demande à son fournisseur. C'est dommage, effectivement, ce chat n'indique pas quand les personnes sont en train d'écrire. Donc, c'est vrai que quand on a répondu à M. Giacosa, peut-être qu'il est en train d'écrire, mais on le sait pas. Ah pardon, Madame Giacosa, excusez-moi, c'est une dame Iris, mais j'avais juste Giacosa, pardon. Marché sécurisé. Ah oui, alors oui, marché sécurisé, moi j'avais regardé un petit peu. Il me semble que c'est pareil que tous les autres. Ils y sont pas. Vous avez eu, Madame Giacosa, vous avez eu des contacts avec eux déjà, voir si ils vous donnaient des orientations là-dessus, peut-être un planning de déploiement ou oui, un planning de mise en œuvre? Non, rien du tout. Ok. Alors moi, ce qu'on a fait, nous, dans le cadre de plusieurs contrats, il faut établir un dialogue avec votre plateforme, parce que dans tous les cas, eux sont toujours les mieux placés pour vous informer sur les avancements de ce qu'ils sont en train de faire. Puis même c'est nous ce qu'on fait hein, quand on intervient pour des sociétés qui nous demandent un peu de planifier des tâches ou des scénarios d'évolution, la première chose qu'on fait c'est on rentre en contact avec la plateforme des marchés puisque c'est un peu eux qui vont nous guider. On va pas se presser si on sait que derrière ils sont pas prêts, mais on va les presser à faire en sorte qu'ils le soient. Je pense que c'est comme... Alors à moins qu'ils soient déjà prêts, mais dans le cadre où Etalab pour le moment n'a pas donné de vrai signal de départ. Pour le moment, il n'y a pas eu vraiment une vraie annonce de c'est bon, nous recevons les données, nous sommes totalement prêts. Je pense que pour le moment, à mon avis, ça doit être comme la majorité des profils acheteurs. Je ne sais pas s'ils sont prêts ou pas. Peut-être que le formulaire est en train d'être mis en place. Hein. C'est pas impossible, mais il faut leur poser la question. Et on leur posera la question. Comme ça, on le saura. Voilà. Si notre personne nous posera la question comme vous l'avez fait, on pourra répondre et on le saura. Après, la démat des marchés publics, il y a énormément de tiers. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on a travaillé avec quelques-uns qui sont en majorité implantés en France. Il y en a énormément. Donc, du coup, je pense qu'on ne sera pas exhaustif sur la totalité des tiers qui existent parce qu'il y en a beaucoup. Il y a d'autres questions, mais j'ai l'impression que les données essentielles vous questionnent beaucoup. C'est normal, c'est parce que c'est les principales nouveautés. C'est la principale nouveauté. Le reste, effectivement, c'est des choses qui étaient peut-être faites sous d'autres seuils, ou pour lesquelles, notamment la copie de sauvegarde, on a imposé et on a écrit des choses vraiment dans la loi. Mais voilà, là, dans 15 jours, effectivement, on vous donnera les dates pour vous inscrire, comme on a fait là. On va vraiment plus insister sur la partie signature et donc comment mettre en place la signature dans la partie des marchés publics et surtout quels sont les process et les logiques qu'il faut mettre en place pour conserver l'intégrité de cette signature électronique. Et on rentre dans d'autres schémas que, j'allais dire, la pure démat des marchés publics, comme on l'entend aujourd'hui, comme on en a discuté aujourd'hui, puisque là, on va vraiment parler intégrité de la donnée, valeur probante de la donnée et de la documentation. Et voilà, c'est vraiment important de bien séparer ces deux choses, quoi. Très bien. Donc, Madame Vassal, tout le monde a posé des questions. Salilé n'a pas encore fait, mais peut-être qu'il n'en a pas. Bono non plus, a priori, alors je ne sais pas. Ah, très bien. Merci à vous. Alors, normalement, la prochaine date de webinaire, ce sera 15 jours, donc ça se passera un vendredi dans 15 jours. Alors, peut-être pas vendredi, mais en tout cas, d'ici, voilà. Probablement la semaine pas la semaine prochaine, la semaine d'après, celle du 1er octobre, on va essayer de faire cette deuxième session, effectivement, puisqu'il y a aussi une logique un peu
d'ouverture et justement de cette première session de contextualisation, elle était importante. Quoi. Voilà. Donc après, on va plus rentrer effectivement dans la méthodologie mise en œuvre, ce qui est probablement important pour vous aussi. Mais je voulais, avec Iris, on voulait d'abord poser les bases, notamment sur la signature et les données essentielles, pour pas qu'après on part dans des logiques de mise en œuvre et que finalement vous me dites bah, pourquoi vous faites ça. Ben non, mais c'est parce qu'il y avait ces obligations réglementaires. Ok, bah écoutez, c'est très bien. On vous envoie les prochaines dates. Et puis, on vous enverra aussi l'enregistrement de ce webinaire. Si peut-être des personnes chez vous étaient intéressées et n'ont pas pu venir, vous pourrez leur donner au moins l'enregistrement et le support qu'on vous fera suivre. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci. Et à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir.